Il est 8h38 ce matin, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens sur studiokalita.com. Une revue de la presse, il faut bien l'avouer, assez chargée en ce vendredi matin. Une revue de la presse et des médias que nous débutons par l'arrivée prochaine et confirmée désormais de Donald Trump en Israël. Ce sera très exactement les 22 et 23 mai, dans moins de 3 semaines. Et tous les quotidiens israéliens, tous les sites d'information le mentionnent et commente ce matin abondamment les détails connus ou supposés de cette première visite du président des États-Unis en Israël. Ce sera également la première visite de Donald Trump dans l'État d'Israël. Il n'est jamais venu jusqu'à ce jour en Israël, Donald Trump. Le Ynet souligne dans sa page d'ouverture et en titre que plus d'1 millier de personnes accompagneront le président américain dans son déplacement en Israël. Le site indique que Donald Trump pourrait prononcer un important discours sur le site historique de Masada et qu'il devrait également se rendre devant le mur occidental à Jérusalem ainsi qu'au Yad Vashem et au mont Herzl. En manchette, le Israël Hayom affirme que le dispositif de sécurité sera exceptionnel pour assurer la protection de Trump en Israël et il précise que les forces de sécurité seront les 22 et 23 mai en état d'alerte maximale. Les quotidiens indiquent également que Donald Trump entamera son périple dans la région par une visite en Arabie Saoudite. Ensuite, il arrivera donc en Israël et d'Israël, il se rendra le 23 mai à Rome pour une rencontre au Vatican avec le pape François. Une manière donc pour le président américain, soulignent certains observateurs, de visiter d'un seul trait les 3 pays identifiés aux 3 religions monothéistes. En Israël, Donald Trump rencontrera le président de l'État, Reuven Rivlin, ainsi que Binyamin Netanyahou. Il participera également à un dîner de gala le 22 mai au soir, probablement en la résidence du Premier ministre. Enfin, on sait que Donald Trump sera accompagné de son épouse Mélanie, de sa fille Ivanka, qui est convertie au judaïsme, et de son gendre Jared Kushner, qui est juif pratiquant. Les journaux citent également des proches collaborateurs de Trump qui affirment que celui-ci pourrait proclamer à la veille du jubilé de la réunification de Jérusalem, de Yom Yerushalayim, que les États-Unis considèrent désormais Jérusalem-Ouest comme la capitale de l'État d'Israël. Mais on suppose, on affirme dans l'entourage qu'il n'est pas certain que Donald Trump annonce le transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Durant sa visite, Donald Trump se rendra également à Bethléem pour y rencontrer Mahmoud Abbas, mais Reshet Bet, la chaîne d'information de Kol Israël, souligne ce matin, selon des sources israéliennes, que pour l'instant, Donald Trump n'a pas l'intention d'organiser une rencontre tripartite avec Binyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas et qu'il n'a pas, apparemment pour l'instant encore, l'intention de présenter un plan de paix détaillé pour le règlement du conflit israélo-palestinien. Justement, l'un des objectifs majeurs de cette visite pour Trump sera de tenter de relancer au moins le processus de paix après ses entretiens en février avec Netanyahou et avant-hier avec Mahmoud Abbas à Washington. Donald Trump serait persuadé qu'il y a une opportunité actuellement pour relancer le processus de paix et il ne veut pas manquer cette occasion. Le Ynet cite des proches de Donald Trump qui ont précisé que lors de sa visite à Riyad, le président américain participera à une conférence régionale avec de nombreux chefs d'État sunnites de la région. Kol Israël cite la Maison royale saoudienne qui a publié hier un communiqué qualifiant cette visite d'historique. Il semble que le président Trump veuille impliquer l'ensemble de ces pays sunnites dans le règlement du conflit israélo-palestinien. Pour Ben Caspit, l'analyste du Maariv, il est probable que lors de sa visite, Donald Trump demandera à Binyamin Netanyahou de lui exposer son plan de paix, quelles doivent être les frontières définitives d'Israël et les lignes rouges à ne pas dépasser. Et cela devrait conduire, affirme Ben Caspit, qui n'est jamais très tendre envers Binyamin Netanyahou, à regretter. Cela devrait conduire M. Netanyahou à regretter amèrement l'ère de Barack Obama. Le supplément politique du Makor Rishon, qui est proche de la droite israélienne et de la mouvance sioniste religieuse, affirme que nous allons approcher dans les prochains jours à l'heure de vérité de Jérusalem ou aux heures de vérité de Jérusalem. Le président américain doit en effet profiter de l'occasion pour rehausser le statut de la capitale et annoncer sa décision de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. C'est ce qu'espère donc le Makor Rishon. Cependant, les médias israéliens estiment que Donald Trump devrait donc, comme je vous l'ai dit, se contenter de reconnaître Jérusalem, la partie ouest de Jérusalem, comme capitale de
l'État d'Israël. Le Makor Rishon explique qu'en fait, autour de ce dossier de du transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem, on assiste en coulisses à une confrontation entre deux anciens amis qui sont devenus de véritables ennemis, Binyamin Netanyahou, qui est le Premier ministre de l'État d'Israël, et Ron Lauder, le président du Congrès juif mondial, qui se considère comme le leader du peuple juif, un Ron Lauder qui a ses entrées aujourd'hui à la Maison-Blanche. Le Haaretz, le Maariv et le Yediot Aharonot consacrent leur manchette ce vendredi matin à un développement dans l'affaire des cadeaux que le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse auraient reçus d'Arnon Milchan, le richissime producteur de cinéma israélo-américain, et apparemment d'autres milliardaires. Le journal cite en manchette une des juristes du parquet israélien, Liat Ben-Ari, qui fait partie de l'équipe qui enquête sur les agissements du Premier ministre. Elle affirme que personne ne reçoit gratuitement de cadeaux pour des centaines de milliers de shekels et que même un modeste cadeau, lorsqu'il est fait à une personnalité publique, est problématique. Ce faisant, Liat Ben-Ari rejette l'argument avancé par le Premier ministre et par ses proches au cours des derniers mois, selon lequel M. Netanyahou n'a jamais rien donné en échange des cadeaux reçus par ces milliardaires et en particulier par Arnon Milchan. Selon le Maariv, cette déclaration laisse sous-entendre que le parquet israélien pourrait recommander d'inculper Binyamin Netanyahou dans le dossier 1000, le fameux dossier donc des cadeaux. Reshet Bet, la chaîne d'information de Kol Israël, cite la réaction du Premier ministre dans cette affaire. Le Premier ministre et son entourage qui affirment qu'il n'y a aucune base juridique prouvant qu'il y avait quelque chose d'interdit dans l'acceptation de cadeaux de la part d'amis du Premier ministre. Et Ben Caspit, qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est connu pour son hostilité personnelle envers Binyamin Netanyahou, écrit que la police et le parquet sont persuadés désormais que dans ce dossier 1000, ils disposent de suffisamment de preuves pour inculper le Premier ministre et qu'ils disposent également de dizaines de témoignages confirmant que le couple Netanyahou a bel et bien reçu des centaines de milliers de shekels de cadeaux. Après avoir, comme tous les quotidiens, mentionné en détail la visite de Donald Trump en Israël, le Haaretz nous annonce en première page le nom du nouveau conseiller spécial du président au Proche-Orient. Il s'agit du colonel américain Chris Bowman. Bowman n'est pas un inconnu pour Israël puisqu'il faisait partie de l'équipe des négociateurs américains mise en place dans le dossier israélo-palestinien par John Kerry, à l'époque donc bien entendu de l'administration Obama. Le Haaretz évoque également ce matin la poursuite de la grève de la faim de plusieurs centaines de détenus palestiniens à l'initiative de Marwan Barghouti, l'ancien leader palestinien qui purge 5 peines de réclusion à perpétuité pour l'assassinat de 5 Israéliens durant l'intifada. La poursuite de cette grève oblige apparemment Israël et l'administration pénitentiaire israélienne à prendre des mesures pour forcer les détenus grévistes à s'alimenter. Cependant, comme le syndicat des médecins refuse d'alimenter des grévistes contre leur gré, ou plutôt refuse de les alimenter de force, alors Israël envisage de faire venir de l'étranger des médecins qui sont favorables à ce principe et qui seraient donc prêts à alimenter ces grévistes de la faim. Le Yediot Aharonot, lui, révèle en page 2 la teneur d'un nouveau projet de loi important apparemment qui vise à ce que la loi israélienne s'applique désormais automatiquement à tous les habitants juifs de Judée et de Samarie. Il s'agit d'une initiative de la ministre de la Justice Ayelet Shaked et du ministre du Tourisme Yariv Levin. Et puis, les quotidiens israéliens s'intéressent bien entendu aux élections présidentielles en France, en particulier après le très virulent débat télévisé d'avant-hier soir. Face à face, titre le Yediot Aharonot, en nous montrant des photos de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron. Le journal souligne que la campagne présidentielle est devenue particulièrement violente au cours des derniers jours. Comme chaque vendredi, les quotidiens israéliens publient ce matin leurs divers suppléments du Shabbat. Dans son supplément politique, le Yediot Aharonot donne la parole à Sheli Yechimovic, la députée travailliste qui fait campagne pour devenir la présidente de la Histadrout, la grande centrale syndicale israélienne. Elle explique dans cet entretien au Yediot que pour elle, qui est très soucieuse depuis de nombreuses années du sort des travailleurs israéliens, eh bien être président de la Histadrout ou présidente de la Histadrout, c'est également exactement comme être président de l'État d'Israël. Dans son supplément, le Maariv revient sur le nouveau document politique publié cette semaine par le Hamas, et Jackie Khouri, le spécialiste du dossier palestinien, dans le journal explique que ce document, entre guillemets, plus modéré que la charte du mouvement terroriste qui prône la destruction de l'État d'Israël, peut être une double opportunité pour Israël qui pourrait s'en servir si le processus de paix avec les Palestiniens venait à être relancé, mais qui pourra également en profiter si il veut utiliser la force contre le mouvement terroriste. Le Maariv qui consacre également un reportage à la menace que constituent les tunnels offensifs
partant de la bande de Gaza vers le territoire israélien, une menace toujours existante aujourd'hui. Enfin, le supplément du Makor Rishon a décidé de consacrer sa une à Sagiv Lougassi, le lauréat du concours biblique international qui a remporté ce titre durant les festivités de Yom HaAtzmaut. Alors pourquoi une interview de Sagiv Lougassi ? Eh bien parce que Sagiv est le premier élève d'un lycée non religieux à remporter ce titre depuis de longues années. Et le journal l'interroge donc sur son amour, en particulier bien entendu, pour le Tanakh, pour la Bible. Voilà donc pour ce survol de la presse israélienne de ce vendredi matin. Nous allons marquer une pause musicale avant de retrouver dans quelques instants l'éditorial de StudioQualita.com qui vous sera présenté ce matin par le directeur général de Qualita, Ariel Kandel.